Hallo iedereen, welkom op Sens Creatief, de enige echte podcast en français au sujet des créatifs. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris. Vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss et si vous n'avez pas compris la petite phrase d'introduction, c'est normal car c'était en néerlandais. Et oui, aujourd'hui, direction la Flandre pour rencontrer un illustrateur belge dont j'apprécie le travail depuis très longtemps. J'ai nommé Tom Schramp. Et pour ceux qui s'inquiètent à l'idée de ne rien comprendre de notre discussion, rassurez-vous, Tom est néerlandophone, mais il manie à merveille la langue de Molière. J'ai découvert le travail de Tom il y a quelques années, notamment grâce à un documentaire intitulé Vormgevers, diffusé en 2010 sur la chaîne de télévision flamande Canvas. Et immédiatement, j'ai été charmé par la beauté, l'humour, la poésie, les jeux de mots, les couleurs, le foisonnement et la richesse des petits détails, parfois surréalistes, qui peuplent ses peintures. Car oui, Tom peint tout à la main pour ensuite recomposer ses images par ordinateur. Une approche qui mixe l'aspect méditatif de la création artisanale tout en tirant parti de ce que la technologie nous apporte aujourd'hui. Illustrateur depuis plus de 30 ans, Tom est un touche-à-tout passionné d'images. Il a travaillé pour la presse, la publicité, il a conçu des affiches, des calendriers, des cartes postales, des jouets, des albums de musique et même des timbres-poste. Mais ce pourquoi il est surtout connu, ce sont ses livres. Tom est auteur jeunesse et comme il le dit durant notre conversation, ses livres, il a arrêté de les compter. Traduits en de nombreuses langues, les livres de Tom s'exportent partout dans le monde. Et pour ceux que ça intéresse, son dernier ouvrage traduit en français et publié en 2019 aux éditions Albin Michel s'intitule « Le plus beau livre des couleurs ». Un voyage grand format et multicolore aux quatre coins de la planète. Cerisier rose, baleine bleue, géant vert, place rouge et jaune citron. À l'image de ce livre, l'univers de Tom vous en fera voir de toutes les couleurs. Dans cet épisode qui s'apparente par moments à la visite d'un atelier, Tom vous partage sa vision du métier d'illustrateur, sa méthodologie, son désir de communiquer mais aussi de se cacher dans ses images. Il vous raconte également en quoi devenir papa est devenu un catalyseur vers l'édition jeunesse, l'équilibre qu'il a trouvé entre ses commandes et la production de ses livres, et enfin, il nous livre son regard sur les réseaux sociaux. Alors sans plus attendre, voici ma discussion avec Tom Schramp. Bonne écoute. Tom, bienvenue sur Sens Créatif. Merci. Merci de me recevoir dans ton magnifique atelier que j'ai déjà vu dans le documentaire que Canvas avait consacré. Ouais, c'est pas le même atelier en fait. Maintenant, on est dans l'atelier du jardin. Et à l'époque, on était dans cette chambre-là un peu plus haut. D'accord. Qui est devenue la chambre de notre Benjamin maintenant. Ok. Et c'était plus petit. On est un peu comme les tortues. On a grandi avec l'espace qu'on nous donne. Et maintenant, on a un peu plus de place. Parce que quand j'ai vu le documentaire, tes enfants étaient... Tout petit. Hein. Tout petit, 6 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Oui. C'était en 2010, je pense. Bon, il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui a 18 ans maintenant et un autre qui a 16 ans. Ouais. Wow. Bonne estimation. Ouais. Et j'adore ton environnement de travail et des dessins, des livres, des classeurs partout. C'est magnifique. Ouais, c'est déjà bien rempli, je dois avouer. C'est le Tom Schramp Land. Oui, mais bon, j'essaie quand même de intégrer aussi des influences d'autres. Je vois là la une de un Washington Post, je pense, sur la culture là. Je sais même pas qui l'a fait, mais j'aimais beaucoup le dessin. Ouais. En fait, ma mère aimait ce dessin, et moi j'aimais que ma mère aimait ça parce qu'elle a amené ça des États-Unis il y a 10 ans. Bon, j'essaie de mettre tout ce qui pourrait avoir une bonne influence sur moi. Par exemple, ces masques qui ont été créés par nos fils quand ils étaient plus jeunes, ou cette couverture de Tintin, d'un Tintin ou d'un Lucky Luke. Il y a un peu de tout. Il y a même des packaging Côte d'Or. Ça, il fallait d'abord manger tout ce chocolat, mais ça, c'était pas le problème. Et puis j'ai encore un bon stock pour faire encore d'autres dessins d'éléphants sur beaucoup plus d'emballage. Si un jour, j'aurai le temps pour le faire. Ouais. Et puis voilà, on a une belle vue sur ton jardin. C'est très éclairé. Est vraiment dans le jardin. C'est lumineux. Oui. Et j'ai un fils qui est en train de jardinier maintenant. Ouais. C'est pratique, hein? Ça aussi, c'est très pratique. À un moment donné, c'est bien qu'ils mettent la main à la pâte. Oui. De jardiner, je veux dire. De jardiner, oui, bien sûr. Super.
Est-ce que pour les gens du coup qui ne te connaissent pas, tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? C'est 2 questions, je pense. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas mon travail, je dirais, oui, j'ai probablement tous mes dessins sont dans un style assez spécifique parce que c'est de ma patte. C'est pas un style que j'ai choisi, mais c'est plutôt un style qui m'a choisi parce que je suis limité comme tout le monde. C'est un style un peu, je dirais, parfois je dis complexe naïve. Il y a un côté naïve, peinture naïve dedans. C'est tout en peinture d'ailleurs. Mais puis ça devient complexe parce que je mets beaucoup d'éléments en un dessin et il y a beaucoup de couches, pas dans le sens d'une lasagne, mais plutôt dans le sens... pendant que je travaille, il me reste encore beaucoup de place dans la tête parce que je travaille avec mes mains et puis j'invente encore plein de trucs pendant que je suis en train de créer. Ouais. Pendant la peinture, mais aussi après, parfois, dans la majorité des cas des illustrations que je fais surtout l'illustration. Je peins d'abord et puis je scanne et je découpe et je commence à faire des collages avec mes propres parties de peinture. Ouais. Et c'est surtout dans cette partie-là qu'il y a encore beaucoup de complexité, beaucoup de détails qui entrent dans mon travail. Et alors, ce qui me réveille le matin, c'est la quantité de travail surtout. C'est parce que je travaille depuis 30 ans déjà. Je suis un vieux. Et je dois avouer que j'ai jamais eu une manque de travail. Toujours trop de travail. Et souvent, je me lève parce que je sens que je dois faire quelque chose d'urgent ou d'urgente parce que sinon je ne vais pas y arriver avant le soir. Ouais. C'est un peu ça. Mais si tu n'avais pas beaucoup de travail, tu le ferais quand même de toute façon. Je ne sais pas parce que depuis 5 ans, j'ai quand même essayé de dire mais je vais faire un peu plus de travail libre et j'avais un autre atelier à Bruxelles où je peignais des tableaux plus grands, mais j'ai quand même constaté que je ne sais pas, soit c'est parce que je suis déjà depuis si longtemps dans les arts appliqués que j'ai besoin de quelqu'un avec un brief qui me donne le brief et qui me donne surtout le cadre, qui me dit ça va servir à ça et que moi je sais, ok, ça ce sont les possibilités et les limitations et ça me donne beaucoup d'envie, d'idées. Toutes ces limites m'aident en fait à dire, OK, à tous ces autres trucs, je ne dois même plus penser, parce que sinon, j'ai plutôt une tête qui va dans toutes les directions, des pensées qui vont dans tous les sens. Alors, ces limites m'aident un peu à me concentrer. Et c'était même au point où je me demandais si j'aurais été vraiment un artiste libre, serais-je encore un artiste à ce moment-ci? Je ne sais pas. Je pense que j'ai cette créativité. Je pense que j'ai beaucoup à dire, mais beaucoup de gens le font au comptoir d'un café ou n'importe où. Ouais. Je ne sais pas si je pense que l'illustration, c'est vraiment fait pour des gens comme moi. Ouais. Pourquoi c'est fait pour toi? Je pense qu'il y a quand même une sorte de positivité, c'est peut-être un mot, c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire une envie de communiquer dans les deux sens, que tu sais qu'il y a un lecteur de l'autre côté, soit lecteur d'affiches, soit lecteur de livres ou de timbres ou de cartes postales. Mais il y a toujours ces deux côtés. Plus, selon moi, que même que dans un musée, je dirais, ou dans un musée, c'est souvent sur les conditions de l'artiste ou du musée. Ouais. Et pour les arts appliqués, c'est souvent aux conditions du contexte et aussi du temps ou de la concentration de celui
à l'autre côté de la ligne. Ouais, Et c'est un peu à leurs conditions que tu dois créer. bien sûr. Si tu fais une affiche pour des abribus, tu sais que les gens vont pas les voir, sauf ceux qui sont en train d'attendre le bus, mais la majorité des gens vont passer en vélo ou en voiture, encore pire, ou en train, et ils vont juste voir quelques trucs, et déjà, avec ces quelques éléments, le truc doit communiquer. Oui. Et c'est ça un peu ce qui rend l'illustration intéressante, selon moi. Ouais. Et c'est aussi le truc qui continue à me motiver. Chaque fois, c'est autre chose. Oui. Chaque fois, c'est soit dans les albums ou dans les livres. Bon, c'est jamais le même livre que tu veux faire. C'est toujours autre chose. Dans le domaine de la communication, pour la pub ou pour la culture, il y a toujours d'autres aspects à respecter ou à franchir. Bon, soit il y a toujours ces conditions que tu dois d'abord connaître avant que tu sais faire un bon boulot. Oui. Il y a un côté que tu préfères entre le travail de commande et le travail pour l'édition? Moi, j'aime bien ces deux secteurs parce que, bon, ils sont assez riches dans le sens qu'il y a de tout. Dans les livres, surtout en France, je dirais, il y a les livres très classiques, il y a les livres, je dirais, complètement artistiques où peut-être un enfant va le voir, mais peut-être pas du tout. Ouais. Et puis, dans le domaine des commandes commerciaux, il y a aussi un peu tout. Et c'est un peu à nous de choisir et de dire non, ça je vais pas faire parce que je ne suis pas doué à le faire, ou parce que j'ai pas envie de le faire, ou parce que ça ne paye pas du tout, ou parce que bon, c'est à nous de faire nos choix. Oui. Mais moi j'aime bien marcher sur deux jambes. J'ai vraiment l'impression que quand je fais un pas en avant avec une jambe dans le domaine commercial même, ça m'aide aussi à mettre un autre pas dans cet autre domaine qui est peut-être plus proche de ce que je suis ou qui je suis. Mais les deux, c'est déjà littéralement, quand je peins des trucs, par exemple, ça j'ai peint les jours passés, bon, il y a deux fonds, des tartans, pas vraiment écossais, ça c'est plutôt Burlington, je dirais, et ça c'est plutôt n'importe quoi. Je ne pense pas que cette tribu écossais existe avec ce motif. Mais bon, ça j'ai peint pour créer une valise pour un truc très commercial que je suis en train de faire. Ça va me servir encore. Ah oui, tu vas pouvoir. Ça pourrait être les gardes d'un livre un jour. Ah oui. Je dis n'importe quoi. Tout se transforme. Tout se transforme, et souvent c'est aussi ce travail de réflexion. Chez moi, après 30 ans, dont une vingtaine d'années où je construis une sorte de base allez, comment dire en français, une sorte de image bank. Banque d'image. Banque d'image. Ouais. Cette banque devient c'est une banque très riche. Ah ouais, c'est une grande banque. C'est clair. Et bon, elle devient de plus en plus riche parce que chaque fois, je peux faire des collections de valises. Hier, j'ai peint plein de valises. Bon, maintenant, ma banque de valises est encore plus riche qu'avant. Et ça m'aide aussi de pouvoir faire des choix plus clairs et dire, ah non, maintenant j'ai besoin de cette valise-là et pas de cette autre valise qui pourrait peut-être servir, mais non. Maintenant, je peux tester avec une vingtaine de valises et dire, ah non, ça c'est la bonne valise. Dans cette image-ci, et tu vois un peu, quand par exemple, j'ai travaillé beaucoup pour le Japon, pour des clients très commerciaux, pour des shopping malls, j'ai vu, pour des centres commerciaux. C'est incroyable. Moi, je suis déjà un peu maximaliste. Je suis plutôt du motto more is more than less is more. Mais eux, ils sont vraiment super maximalism. Et
bon, parfois, il m'énerve parce que je dis maintenant, c'est déjà suffisant, c'est bon. C'est déjà si rempli. Non, ajoute encore un peu. Mais bon, ça m'aide bien sûr à bien gérer ma banque d'images et de savoir, ça, j'ai encore dans ce coin-là, parce que souvent, je ne sais plus où je l'ai laissé traîner dans tous ces fichiers que j'ai. Et ça m'aide vraiment d'être dedans et de travailler. C'est un peu comme un petit gamin qui joue au Playmobil. Ouais. Et qui sait exactement, là se trouvent tous les chapeaux, et là se trouvent les chevaliers, et là il y a des cow-boys, et c'est même chouette de faire jouer les cow-boys avec les chevaliers, et ça te mène à autre chose de nouveau. Donc tu dirais que tes boulots, c'est un travail de collage. En fait, tu réutilises des choses que tu as déjà dessinées. Souvent des trucs, je dirais surtout dans l'arrière-fond, ou dans le... souvent... Sur l'avant-plan, il y a toujours des trucs que je veux dire qui sont plutôt uniques, je dirais, pour cette commande ou pour ce... et que je peins vraiment en fonction de ce projet ou de cette image-là que j'ai en tête. Mais puis, à un certain moment, je me disais, mais à quoi ça sert de dessiner pour la xème fois un téléphone ou une bouteille d'eau gazeuse, si j'en ai déjà des dizaines, ne mets pas ton temps chaque fois à peindre l'ultime bouteille d'eau, mais concentre-toi au personnage, au truc. Et finalement, je trouve que ça a apporté un côté de jeu que j'aime beaucoup. Que je risquais de perdre à un certain moment. Tu peux parler de ça ? Oui, parce que tout ce que je fais, c'est en peinture. Ouais. Et la peinture, c'est comme le cyclisme ou comme n'importe quelle activité. Le plus que tu le fais, le mieux que tu seras. Mais à un certain moment, tu peux perdre l'envie de peindre, parce que au début, c'est chaque fois une sorte de sentiment de est-ce que je sais peindre prenons le plus difficile, un cheval sur une plage. Là, j'ai dit n'importe quoi. Est-ce que je sais peindre ça? Et tu le fais, et finalement tu dis, ah oui, je sais peindre un cheval sur une plage. Même si je n'étais pas convaincu au début que je saurais le faire. Mais après 10 ans ou après 15 ans, tu sais que tu sais peindre quoi qu'on te demande, n'importe quoi. Et à ce moment-là, tu peux perdre l'envie de créer tout ça, parce que il n'y a plus ce risque, je dirais. Et en ajoutant ce côté de collage, pour moi, ça marche dans le sens que je peux dire, ah non, mais ce cheval, c'est peut-être un bon cheval, mais dans ce contexte-ci, il ne sert pas très bien, je vais le jeter et je vais prendre un autre. Et si celui-là ne marche pas, je peux le jeter encore. Et tandis que si tu dois le faire en peinture, bon, ça te prend... Tu peux pas dire je vais en dessiner une dizaine de chevaux avant de décider ah oui, je vais prendre ce cheval-là. Bon, je sais pas pourquoi je prends le cheval comme exemple, mais... non, c'est un animal compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. Je me souviens, on s'est rencontrés juste une fois par le passé, et je te partageais à l'époque que pour moi, c'est très important de communiquer, justement, à travers mon travail en tant qu'illustrateur. Je suis très porté sur la communication. Et je me souviens que tu m'avais dit que toi aussi, et tu me l'as dit là, il y a 10 minutes, mais qu'au fur et à mesure du temps, tu prenais de plus en plus plaisir justement au jeu, au fait de te perdre dans ton travail. Et justement, il y a aussi cet humour qu'on retrouve partout dans ton boulot, des petits jeux de mots, et même en tant que flamand, mais tu parles aussi français, et puis il y a des trucs en anglais, et puis des trucs en 3 langues parfois. Il y a des des langues que je ne comprends pas. Ouais, c'est assez drôle. Et ouais, ton travail au fur et à mesure des années, il s'est complexifié. Moi, qui suis assez
j'ai besoin de synthétiser les choses, de simplifier les choses. Quand je vois ton travail, mon cerveau, il explose littéralement parce que je sais pas où regarder en premier, c'est juste incroyable. Et je voulais savoir si tu pouvais adresser ce mouvement d'un désir de communiquer vers ce désir du simple jeu, en fait. Ou de se cacher parfois. Ah oui, vas-y, explique-moi. Non, comme je suppose que beaucoup de créatifs ont ce sentiment, surtout quand tu fais un livre qui est quand même... C'est une création qui est toujours proche de l'auteur, je dirais. Souvent, c'est un peu comme une pendule. Je fais un truc très complexe ou un travail très, très grand. Et puis, j'ai envie de faire quelque chose de très simple et de très petit, même parfois. Alors, pour les livres, par exemple, j'ai fait quelques livres qui sont plutôt comme... Ce sont des imagiers, en fait. C'est plus simple. Où en fait, le premier imagier que j'avais fait, c'était en 2015, je pense. En français, c'est l'imagier le plus fou du monde, chez Milan. Et là, je l'ai fait d'abord en néerlandais, chez Lano. Et j'avais dit à mon éditrice, j'avais constitué cette banque d'images, et je disais, mais elle avait vu quelques fichiers de cette banque en entrant ici dans l'atelier. Elle disait, mais pourquoi tu ne fais pas un livre basé sur ça? Des pages remplies de chapeaux, des pages... Ouais. Et je disais, oui, ça c'est pratique, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça sera mon prochain livre. Finalement, ça s'est complètement déraillé, dans le sens que, c'est devenu beaucoup plus complexe. Je trouvais que ça pouvait pas être juste des chapeaux, mais je voulais raconter des histoires. Chaque chapeau racontait une histoire et ça me menait dans tous les sens. Et elle était, après une demi-année, elle était vraiment convaincue que j'avais perdu tout sens d'orientation et de... puis elle disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Tom? Et bon, j'ai dit, non, mais laisse-moi me cacher dans mon travail et me perdre vraiment jusqu'au bout. Je l'ai fait. Elle n'était toujours pas convaincue, mais elle l'a édité. Et finalement, c'est marrant parce que c'est le livre, on a une vingtaine de langues où il a été traduit. C'est bizarre que c'est le livre qui a eu le plus d'écho à l'étranger, dans des pays où tu dis, mais qu'est-ce qu'un petit Chinois pourrait sentir ou comprendre de tout ce que moi j'ai mis là ensemble dans mon univers. Mais pour une raison ou une autre, ça marchait. Et ce que je voulais dire, c'est après un tel travail, j'ai vraiment aussi envie de faire quelque chose de très simple et de très... Je vais prendre un truc, attention pour le bruit du micro. Ok, ouais. Ah oui, peut-être mieux pour toi de le feuilleter. Et ça, c'est un livre aussi pour les petits. Et c'est tout simple. C'est un truc, comment on appelle ça en français? Il y a des cachettes, non, on dit pas ça. Il y a des petits... moi non plus, je sais pas comment on dit en français. Bon, c'est un livre un peu comme un pop-up. Un pop-up, on soulève un dessin, il y en a un autre derrière. Oui, c'est ça. Et bon, c'est tout simple, c'est un objet sur une page et c'est tout. Oui, c'est ça. C'est plus simple, en l'occurrence. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, ça m'a aussi pris un temps fou, je trouve, avant que j'avais le bon rythme et tout ça, et les sujets que je voulais cacher derrière ces petites feuilles en carton. Et je voulais surtout surprendre le lecteur. Qu'est-ce qui pourrait être derrière une tasse de café? C'est un singe qui fait du surf. Il y a même notre chat qui essaie de choper les biscuits. Oui, je pensais qu'elle était curieuse à voir ce qui se trouvait derrière les cartons. Je dois la connaître par cœur, tes livres, le chat. Elle n'était pas encore là quand j'étais en train de créer ce livre-là. Ah oui, d'accord. Elle est plus récente que le livre. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire, c'est que c'est souvent un peu... chaque fois que je fais un truc de très complexe, je dis, non, c'est trop complexe.
Et puis après, c'est toujours la surprise que il y a des choses que moi je trouve géniales, mais qui résonnent chez personne, je dirais. Ouais. Et puis il y a d'autres trucs où je dis, ah mais ça c'est déjà beaucoup trop loin cherché ou trop compliqué pour des jeunes ou pour un public. Ouais. Et finalement, ça résonne énormément. Si je serais un artiste de pop, un musicien, Ouais. je serais le dernier à choisir un single ou Mais pourquoi? pour dire ça va vraiment Ah oui, bien cartonner sûr. ou Ouais, ça ouais, va ouais. marcher avec un public. J'ai aucune idée en fait. Ouais. Je peux juste juger ce que il y a juste pour moi il y a ce jeu et cette envie de communiquer mais aussi cette envie de jouer qui c'est ça le sens créatif. Oui, le sens créatif, ouais. qui donne envie et qui le long que tu sens que c'est ça ce que tu voulais dire pendant que tu étais en train de créer, ça marche pour moi. Et puis après nous, les mouches. Ouais. J'ai pas un but très fixe où je dirais, c'est un peu comme une conversation. C'est une illustration, une bonne illustration, c'est comme une bonne conversation. Tu ne sais pas toujours exactement ce que l'autre veut dire, mais tu sens que tiens, c'est intéressant ce qu'il dit là. Ouais. Et tu peux trouver des accroches là. Et c'est un peu comme ça. Tu te laisses toujours surprendre par ton travail? Oui, en général, ça se traduit surtout dans le temps. Dans les délais qui sont durs à respecter. Ouais. Parce que, souvent, moi, je dis, non, maintenant, que ça devient intéressant et je dois finir cet après-midi ce boulot. Ouais. Je peux être un peu confident quand même. Je suis devenu un peu plus expert à estimer, mieux qu'il y a même 5 ans, je dirais. Je suis mieux à dire non aussi. Ça, c'est aussi un truc. Ça peut pas être facile. C'était pas mon talent principal. De dire non. De dire non. Ah ouais. Et de faire un bon choix de travail. Mais bon, dans le choix de ce que je fais, c'est assez éclectique et c'est pas il n'y a pas vraiment un plan de carrière ou une sorte de. Souvent, une question, c'est quel est ton boulot de rêve? Si tu pourrais encore faire un truc. Tu sais pas. J'ai jamais une réponse à cette question. Je sais pas. C'est ce que le vent apporte ou ce que les clients apportent et c'est un peu souvent aussi c'est un peu l'interaction pendant la création entre un client ou un éditeur et moi. Et puis après c'est aussi un peu ce que le client ou ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que ce produit ou ce livre ou cette affiche elle va être diffusée où elle va être. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont le voir? Ça, c'est pas. En général, c'est pas dans nos mains. Non. Et c'est pour ça qu'il n'y a que nous ne sommes pas des musiciens de. Ouais. Mais il y a un côté un peu presque, j'ai l'impression monastique dans ton travail. Genre, c'est tellement. Il y a tellement de détails que j'imagine ça doit t'amener dans une sorte d'état un peu méditatif parce que voilà, tu peux pas téléphoner tes illustrations en 5 minutes quoi. Elles sont minutieuses, il y a tellement de couches, tellement de détails et que voilà, tu vis dans le moment présent et donc du coup t'es pas en train, j'imagine, de te projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux? Enfin, tu vis ton art. Oui, tu vas d'un truc à un autre. Ouais. Et tu vois un peu, surtout le lendemain, quand tu rentres dans l'atelier, tu vois un peu qu'est-ce que j'ai fait hier. Ouais, hier, ouais. Oh non. Non, ça c'était pas bien. Là, tu le vois un peu plus clair. Plus clair. Plus clair, c'est juste. Ouais, mais j'ai aussi l'impression que il y a comme si tu avais. Enfin, je pense que c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois étant il y a quelques années, que tu quittais quelque chose de mental, genre le besoin de communiquer, vers du jeu,
Et en fait, c'est quelque chose que j'observe aussi de plus en plus à travers mes discussions avec d'autres personnes dans la profession, qui a d'abord un désir presque intellectuel de se prouver, de s'accomplir, de faire ses preuves. Et après, une fois que quelque part, ces preuves, petit à petit, on les a faites, on a prouvé, bon, voilà, ça fait 30 ans que tu travailles là-dedans. Et puis au bout d'un certain temps, on passe du mental vers le cœur, et il y a une sorte de... Aussi, toi, tu peins à la main, et j'observe de plus en plus des personnes qui me disent, moi, j'ai envie de retourner au travail manuel, j'ai envie de retourner à quelque chose de plus concret plutôt que juste du digital. Et moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que pas tant le côté manuel, même si, par exemple, avoir cette conversation à deux, c'est quelque chose de très... en anglais, on dit raw, c'est du direct. Mais j'essaie de vivre... je suis quelqu'un d'assez mental, de nature. Mon cerveau fonctionne comme ça. Et j'essaie de faire descendre tout ça plus dans le cœur. Et moi, je vois ça dans ton travail, ce côté beaucoup plus incarné, concret. On se prend pas la tête, on s'amuse. Et on sent qu'il y a des vannes et des blagues dans tous les coins et des petites... Tu t'amuses, quoi. Ben, c'est chouette de l'entendre. Non, c'est vraiment... Allez, cette évolution du cerveau au cœur, je pense... C'est vraiment un truc que j'ai pas décidé, mais que j'ai aussi senti. Dans le sens que, dans le siècle passé, dans les années 90, j'ai travaillé surtout pour la presse. Et ça, c'est un peu un côté que j'ai laissé derrière moi. Ouais. Les magazines ici en Belgique, c'était pour Humo, c'est un hebdomadaire flamand, et puis pour Playboy, pour Télérama Paris, ou pour aller plein d'hebdomadaires. Oui. Et je sentais que j'avais ce sentiment, c'était peut-être seulement dans ma tête, mais je voulais toujours exprimer une sorte d'idée. Ouais. Une illustration devait être, parce qu'on était élevé comme ça, oui, une illustration, ce n'est pas que des beaux dessins. Non, oui. non, il faut vraiment une sorte, peut-être pas un message, mais quand même une idée fantastique, simple, mais forte. Et je sentais que ça, finalement, ça, ce n'était pas mon fort. Ou peut-être, il y avait des autres gens qui trouvaient que c'était très, très bon ce que je faisais, parce que j'avais plein de commandes. Mais moi, je le sentais un peu moins. Je trouvais que c'était un peu trop one trick pony, un peu... Tu sais faire un truc et chaque fois, tu dois le faire en un jour. C'était jamais pour en 2 semaines, c'était toujours pour avant-hier que tu devais... Allez, c'était toujours dans l'urgence, et tu étais limité juste par ce temps, ce qui est très bien. Oui. Pour beaucoup de dessinateurs. C'est vraiment le truc qui leur fait réveiller le matin. Ouais. Mais pour moi, c'était pas vraiment mon truc. Je trouve que je suis plutôt un bavardeur, quelqu'un qui parle en détour comme ça, et c'est beaucoup plus proche de mon cœur. Ouais. Quand je peux juste me balader vraiment dans un dessin, ouais. et ajouter plein d'éléments, et avoir vraiment le sentiment que, tu sais, les gens qui vont voir cette image, ils ne doivent pas tout comprendre, mais ils vont le sentir peut-être. Oui. Allez, ça c'est quand même mon but, que quelqu'un sent quelque chose, mais il ne doit pas comprendre tout. Il n'a pas le même contexte qui est le mien. C'est de quelqu'un qui a plus que 50 ans de près de Bruxelles. Bon, c'est pas le même sentiment qu'un petit Japonais pourrait avoir quand il voit ce dessin. Et c'est ça ce qui est si beau, par exemple, dans le monde d'album, c'est que tu peux partager à travers les frontières d'espace et de temps et d'âge. Oui. Moi, les dernières années, j'avais ça on m'avait demandé à l'occasion de la grande exposition de Bruegel à Vienne, pour faire des ateliers là, et bon, j'étais déjà depuis toujours un fan de Bruegel.
Mais quand j'étais là, et je pouvais y aller à plusieurs occasions parce que c'était très, très visité, cette expo, et il fallait choisir ces moments pour éviter que tu sois vraiment dans... Parfois, on était à 20 à regarder une peinture. Moi, j'ai trouvé ça génial qu'il pouvait parler à nous. Oui. Tandis qu'il est mort depuis quelques siècles. Ouais. C'était un artisan. Ouais. On ne sait pas du tout quelles étaient ses aspirations artistiques vraiment. Est-ce qu'il devait se tenir à des... Est-ce qu'il recevait des briefings très exacts de ce qu'il devait dessiner dans ses peintures, parce que c'était toujours en commande. C'était toujours des commandes aussi de mécènes ou de l'église ou de... Personne ne le sait en fait. Ouais. Mais même avec toutes ces limitations, toutes ces limites, c'est quand même incroyable que c'est si riche et que nous sommes tous encore intrigués par son travail. Ouais. Si on peut atteindre ça, ça doit être quand même... et on comprend pas tout. On comprend pas tout ce qu'il a voulu dire. Probablement, on comprend pas vraiment ce que quelqu'un au cheval des Moyen-Âge et des temps modernes comme lui, ce qu'il voulait vraiment dire. On comprend même pas sa position entre les Espagnols et les Flamands, ou les... Il est un peu... Est-ce qu'il était avec les gueux? Est-ce qu'il était avec les forces militaires? On ne sait pas s'il utilise de l'ironie, ou est-ce qu'on doit comprendre ces situations littéralement? On sent bien qu'il y a de l'humour dedans. Ça dépasse toutes ces frontières, et c'est ça ce qui est marrant. Et si un illustrateur avec une image peut atteindre ça, c'est quand même le plus haut. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, du fait de se cacher dans son travail. Il y a ce côté entretenir le mystère, pas donner toutes les clés de compréhension. Bah, c'est un peu plus dur pour nous de nos jours de se cacher vraiment, parce qu'on a tous ces médiums ou ces médias. On communique tous par Instagram ou par... Mais quand même, je trouve ça assez important que c'est ton travail qui parle, et c'est pas toujours ta voix qui parle. C'est pour ça qu'on est illustrateur. Je trouve sur les sujets de société d'aujourd'hui, c'est bien qu'une illustration parle de tout ça, mais ça ne va pas être trop explicite, ou ça ne va... Pour moi, hein. Oui, bien sûr. Je ne suis pas activiste, pas du tout. À ce moment-là, c'est un peu dur d'être pas activiste, parce qu'il y a tellement de choses qui nous gênent tous, et on a tous l'impression que c'est peut-être mon âge aussi, mais que je dirais il y a 20 ans, il y avait quand même ce sens que les choses mondialement bougent dans le bon sens. Mais les dernières 5 années, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette idée, les choses ne bougent plus dans le bon sens, plutôt à l'envers, au contraire. Mais je trouve que tu mets ça dans ton travail, tout ça, d'une façon ou d'une autre, entre dans ton travail, mais pas d'une façon explicite, ou pas pour dire tout de suite, ça c'est le bon sens, ou moi j'ai la solution. Non, moi j'ai pas du tout la solution. Il y a un sentiment plus universel en fait. Il y a de la poésie, il y a quelque chose de moins... Ça rassemble les gens, l'image. Et j'aime bien cette expression, je sais pas comment trop la traduire en français, mais en anglais c'est « tell the truth, but tell it slant ». Dites la vérité, mais dites-la de manière détournée. C'est comme la poésie ou la musique ou quoi que ce soit. On dit quelque chose. C'est toujours avec un détour. Ouais, c'est ça. Et c'est plus facile à recevoir que voilà ce que je pense. Et je pense que trouve aussi. C'est la beauté de... Je trouve qu'il y a déjà trop de nos jours des gens qui disent voilà, c'est comme ça. C'est pas si facile. J'imagine que c'est réconfortant pour toi. Enfin, moi, je le ressens aussi comme ça, mais de pouvoir quelque part contribuer à la culture avec sa contribution,
mais de manière bienveillante, j'imagine. Oui, non explicite, je dirais. Non explicite. Ouais. Ouais, tu préfères. Oui, Ouais. certainement. Allez, je trouve que c'est pour ça qu'on est devenu illustrateur. C'est pas pour être sur les barricades, mais d'avoir une certaine distance et de regarder ce que les gens sont en train de faire sur les barricades et de voir ça de notre angle, qui est parfois un angle, comme tu disais, il y a ce côté monastère ou monastique. Ouais. Monastique. C'est un peu comme ça. Hein. Parfois, ma femme ça lui dérange que je peux rester pendant toute une journée silencieux avec mon casque vraiment dans mon travail et que j'ai rien à dire. Oui. Que tu n'as rien à dire. Parce que je suis en train de me concentrer et que je ne participe pas à la vraie vie. Mes enfants sont là, ma femme est là. Et moi, je ne dis rien du tout. Tu dis quelque chose sur le papier. Et probablement, j'ai des idées sur tout, mais à ce moment-là, je me mêle pas du vrai monde et je me cache vraiment dans mon monde à moi. Oui. Et parfois, c'est une fuite aussi. Parfois, c'est vraiment... Surtout quand je suis en train de faire un livre, mais... Allez, les gens ici à la maison me disent souvent oui, tu t'enfuis dans ton livre là. Oui, mais c'est pas comme si tu faisais rien aussi. Non. Je participe, mais quand même, je participe moins quand je suis vraiment sur mon trip, quand je suis en train de faire ce que j'estime que j'ai à faire à ce moment-là. Ça s'appelle la concentration. Oui. Et c'est tellement important et c'est pas facile de maintenir la concentration. J'avais lu là un livre qui s'appelait Deep Work, qu'on vit dans un monde de distraction constante. Oui. Et moi, c'est ce que j'admire dans ton boulot aussi. J'imagine qu'il y a ce besoin de plonger dans ce flow un peu méditatif. Moi, je sais que quand je fais de l'illustration, j'aime bien cet état... je me sens avec ce que je suis en train de faire. Je me sens bien. Et je pense aussi que du coup, on parlait de s'engager dans le monde, ce qui est en train de se passer, mais en prenant soin de soi, déjà, on contribue à une personne de plus, un peu plus saine sur cette planète que à passer son temps à être en colère. Et je pense déjà un fou de moins. Oui, mais c'est beaucoup, hein. Oui. C'est beaucoup. Et tu crées de la beauté et... voilà. Merci. Et donc, tu travailles pour... Donc, on parlait de la presse, la communication, de la publicité. Et donc, tu travailles aussi pour l'édition jeunesse depuis... T'as fait combien de livres ? Je devrais les compter. je vais le faire et je vais t'envoyer encore un mail parce que j'ai une interview à faire pour un site aux Pays-Bas. Et c'était une des questions qu'ils ont envoyées, c'est combien de livres ? J'ai dit quand j'ai lu ça, cette fois-ci, je vais compter vraiment mes livres. Une trentaine ou une quarantaine, je dirais. Mais je dois avouer que j'avais fait déjà quelques livres ou au moins des couvertures de livres pour enfants avant qu'on avait des enfants ici à la maison. Mais peut-être ça c'est vraiment typiquement masculin. C'était un peu dur pour moi à m'imaginer jusqu'au moment qu'on avait des enfants avec qui je pouvais vraiment lire dans un lit des livres ce que je voulais raconter. C'était trop abstrait. C'était devenu trop abstrait parce que, bien sûr, j'ai été aussi un petit gamin à un certain moment, mais bon, c'était seulement au moment que j'étais là, en train de lire avec nos deux fils, que j'ai décidé je vais faire vraiment des albums. Alors, c'était en 2003 que j'ai fait mes premiers essais quand Nick, notre aîné, il avait 1 ou 2 ans. Et que je voyais aussi que mes livres, comme mes anciens livres ou les livres de ma sœur, qui était l'aîné à la maison,
C'était des livres en anglais de Richard Scarry. Et moi, je me souvenais alors que je les avais lus sans avoir compris l'anglais, parce que je ne parlais pas encore l'anglais à ce moment-là. Mais j'étais très, très attiré à ces livres-là, et je constatais que c'était aussi le cas pour mes enfants. Ouais. Et ces livres-là avaient aussi l'avantage, comme on ne comprenait pas l'anglais, et mes enfants à leur tour ne le comprenaient pas, qu'on pouvait inventer des histoires autour de ces dessins. Ces dessins racontaient une histoire, et lui, il avait mis des phrases à côté, mais on n'était pas obligé de lire ces phrases. Oui, tu comprenais. On comprenait, basé sur ce qu'on voyait, plus ou moins ce que cette composition représentait. Mais puis, c'était à l'adulte ou aux enfants de décider ce que tel ou tel caractère avait comme intention, ou était en train de dire à un autre personnage, et ces dialogues et tout ça, on l'inventait vraiment. Ouais. Et ça, j'aimais beaucoup. Et c'était vraiment une sorte d'ouverture pour moi, parce qu'avant, j'avais vraiment l'idée, est-ce que j'ai vraiment un message ou une histoire à raconter, à part des histoires que tu peux inventer pendant une longue promenade avec tes enfants, ce genre d'histoire qui dure le long de la promenade. Oui. Mais je trouvais que Richard Scarry avait sa façon de raconter, et j'avais envie de travailler un peu comme lui, mais on vit plus dans le temps de Richard Scarry. Lui, il avait fait ses dessins dans les années 50-60. C'était un monde entièrement différent. C'était les femmes restaient à la maison, tout ça, tous ces clichés sont dedans. Tout ça a changé, et on a beaucoup plus de liberté maintenant si on se sert de ce vocabulaire anthropomorphe. Ouais. On peut encore faire beaucoup plus de nos jours que lui, il pouvait faire dans ce temps-là. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a mené vers les livres de Otto. C'est une série de... Ah oui. Et finalement, ce personnage que j'ai créé, un peu basé sur la mascotte de Barcelone 92, une création de Mariscal qui s'appelait Kobe. C'était la mascotte de Barcelone 92. J'aimais beaucoup ce personnage entre souris et chat. C'était pas très clair, qui aussi un peu entre vue frontale et en profil. Et je pense que ça m'a aidé à créer ce personnage de Otto au début. De dire, je vais prendre ce personnage qui a aussi un côté Tintin, dans le sens que il est gris, il ne dit rien du tout en fait. C'est un enfant qui est dans une voiture en regardant du banc d'arrière ce qui se passe dans la rue, et il s'imagine un peu ce qui se passe dans la rue, parce qu'il n'a pas tous les clés pour comprendre ce que les adultes sont en train de faire dans la rue. C'était un peu ça. Et depuis, ça m'a mené d'un livre à un autre. Et comme le personnage est assez gris, littéralement, et aussi dans le sens figuratif, c'est un personnage passe-partout un peu. Oui, tu peux le réutiliser. Et je l'ai réutilisé en plein de situations. Et par exemple, le dernier livre que j'ai fait avec lui, c'était un livre sur les couleurs. C'est le plus beau livre des couleurs en français chez Albin Michel. Ben là, Otto, il est là parce qu'il est gris, et c'est le personnage mais dans cet album-là, il se laisse mener par un caméléon qui s'appelle Léon, et qui change chaque fois de couleur, et ils vont des pages grises vers les pages jaunes, vers les pages orange, rouge, mauve. Allez, on peut continuer comme ça. L'arc-en-ciel. Et pourquoi je disais ça? Tu disais que... C'est avec la lui paternité, quoi. Oui, c'est vraiment la paternité qui m'a mené vers les livres.
Oui, Ouais, oui. j'ai déjà régulièrement entendu cette histoire de j'ai eu des enfants et l'histoire que j'avais envie que mon fils ou ma fille entende n'existait pas. Donc je l'ai créée. J'en ai fait un livre et habituellement, ça sort des tripes un peu. C'est très simple, ça sort. Oui, Et puis après, évidemment, l'histoire dont on entend tout le temps, c'est genre. Et puis d'autres personnes l'ont vu et puis c'est devenu oui. un livre et puis ça a eu plus ou moins de succès. Et habituellement, les livres dont on entend, c'est ceux qui ont vraiment bien fonctionné. Mais il y a vraiment ce désir de transmission de je l'ai fait pour mon fils, je l'ai fait pour ma fille. Et c'est probablement aussi ça qui m'a mené un peu de ce côté cérébral de dessin avec une idée unique vers les dessins un peu, oui, plus proches du cœur. Oui. Ce que je décrivais avant, ça a aussi aidé de travailler pour des enfants et au début, quand je travaillais pour des enfants, j'ai jamais vraiment dit ah non, je vais me mettre au genou et je vais faire attention que ça ne soit pas trop compliqué. Mais quand même, tu sais que de l'autre côté il y a quelqu'un d'un autre âge et tout ça, et ça t'aide quand même à te demander pendant que tu es en train de créer, bon, est-ce que ça va résonner d'une façon ou d'une autre à l'autre côté. Ouais. Et petit à petit, je me suis permis à mettre plus dedans et à dire, ben tiens, s'ils ne comprennent pas, peut-être le parent qui lit ce livre avec ses enfants va le comprendre. Et bon, c'est la communication entre moi et lui. Ouais. Et j'ai constaté après un certain temps que je travaillais surtout pour des enfants qui étaient un peu entre les maternités et l'école primaire, où c'était un peu les enfants qui commencent à lire, mais qui ont encore besoin d'un adulte. Ouais. Et c'est un peu l'âge qui m'attire le plus, parce que je le considère un peu comme une petite fête que tu as avec ses parents et leurs enfants. Ouais. C'est un peu, moi j'apporte ceci, moi j'apporte l'alcool, Ouais. peut-être pas pour les enfants, mais et puis les parents apportent le jus de fruits, ouais. et les enfants sont les verres. Bon, non, cette métaphore nous mène nulle part, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est un peu chacun amène les spécificités de son âge ou de sa situation. Oui. Et l'avantage avec ces enfants de cet âge-là, c'est qu'ils sont très dépendants de l'image à comprendre le monde. Oui. C'est ce qu'ils font quand ils sont dans une voiture, par exemple, dans leur... non, c'est pas un relax, mais leur maxi-cosi. Ils sont en train de regarder le monde, mais ils ne savent pas lire tout ce qui est marqué sur les panneaux, sur les flèches. Et ils doivent interpréter l'image vraiment. Et c'est ce qu'ils font aussi dans un livre. Ils regardent, et en général, ils sont mieux à regarder que les adultes. Même que moi, je dirais, parce que, allez, quand on regardait une sorte de ce genre de livre de où est... c'est pas... Où est Charlie en français. Où est Charlie, où sont les Schtroumpfs, ou tel Schtroumpf. Moi, j'étais toujours le dernier à les trouver. Mes enfants étaient beaucoup plus forts que moi. Mais ton travail, c'est carrément des Où est Charlie? Il y a tellement de choses. Oui, mais l'avantage, après, c'est pas moi qui dois retrouver tout. Je suis pas vraiment doué moi, je suis un peu plus fidèle à l'expression de Picasso. Je ne cherche pas, je trouve. Ah oui. Peut-être quand lui il disait, c'était un peu arrogant. Peut-être quand moi je le dis, c'est encore plus arrogant. Mais je le dis dans le sens que souvent, c'est mieux de pas trop rechercher et de fouiller. C'est mieux de créer et de voir ce qui arrive sur ton chemin. Tout ce que tu vas croiser. Souvent, les choses qui viennent par accident sont les choses qui vont rester, et tout le reste, tu vas le jeter. Oui. Je me souviens, en re-regardant le documentaire, je l'ai regardé 2 fois. Il y a une fois, je sais pas, 5 ans, et là, la semaine dernière,
À plusieurs reprises, tu parlais de spontanéité, qu'il y avait ce côté, voilà, là, c'est beau, c'est spontané, on sent que... Puis là, tu parlais de Tintin notamment. Ah oui, les Les Picaros. Picaros, là, voilà, celui-là, genre, celui-là, non, il est pas bon. Et j'étais... Ouais, il y avait plusieurs raisons là. Hein, mais... Oui. Mais j'étais intrigué justement par ce côté. Je t'entendais vraiment parler de spontanéité et de se laisser surprendre au final, j'imagine. Quand on est spontané, il y a un côté décomplexé, on se laisse surprendre par son travail. C'est presque, tu commences quelque part et tu vois où ça te mène. Absolument. Ouais, c'est vraiment d'aller de A à B, mais puis de dire ah mais non, allons d'abord à C et puis on va encore à Z et je fais des détours et finalement je vais peut-être arriver à B, mais de ma façon. Ouais. C'est le voyage qui compte et pas la destination, quoi. Ben oui, mais bon, ça dans les arts appliqués, il y a quand même cette destination à respecter dans le sens que à la fin de la journée, on dit ça en français? Oui. At the end of the day? At the end of the day, on comprend. Oui, il y a encore une image à envoyer par WeTransfer. Ouais. Et tu sais que le client, il va pas toujours être intéressé dans ce beau voyage que tu as fait. Oui, c'est genre... Finalement, la destination doit être atteinte. Ouais, c'est clair. Et est-ce que dans toute ta bibliographie, tu as un ou deux projets que tu as vraiment à cœur, que c'est un peu tes projets préférés? J'imagine que c'est tous des bébés pour toi. Oui, ils sont c'est ça. particuliers. C'est comme demander lequel de tes enfants une mère ou un père son enfant préféré. Mais je dirais ça serait un peu comme les Benjamins sont souvent les plus proches du cœur des enfants. Je dirais le petit livre que je viens de te montrer. Ouais. C'est le dernier que j'ai fait. Ouais. Et puis l'avant-dernier, c'était l'encyclopédie des couleurs. Je vais la prendre. Waouh. Das schönste und größte Wildbürdenbuch. Donc Tom m'a donné un livre, un calendrier, et celui-là, le titre en français... C'est le plus beau livre des couleurs. Voilà, c'est ça. Donc ça fait partie de tes derniers projets. Oui, c'est l'avant-dernier, et c'était un autre livre complexe, je dirais. Ouais. Complexe à lire, je m'imagine. Ça commence très clair, mais puis ça devient de plus en plus... les personnages deviennent de plus en plus nombreux, je dirais. Ouais, carrément. Ouais. Mais bon, c'était vraiment un voyage dans le monde des couleurs et dans le monde, parce que je voulais avoir des images d'un peu partout. Ça, c'est rouge, c'est Londres pour moi. Et puis il y a une autre double page de rouge, mais dans les États-Unis. Et puis je vais au Japon. Et puis ça va un peu dans tous les sens. Ouais. Mais j'aime bien ce contraste, comme je disais, entre ce petit livre carré tout simple et puis un autre livre plein de textes et de personnages et de détails à trouver dans l'ensemble. Alors, je suis vraiment à ce moment-là. Cette année-ci, je ne fais pas de livre parce que j'ai trop de travail commercial à faire. Mais du travail intéressant aussi du côté créatif. C'est assez compliqué à faire. Je suis en train de créer des vitrines, ce qui est complètement autre chose pour moi. Et ces vitrines sont aussi remplies encore plus remplies que ce livre que tu es en train de feuilleter. Et alors, je me demande ce que je vais faire l'année prochaine. Est-ce que je vais faire plutôt la suite sur ce livre tout simple, ou plutôt une suite sur ces livres genre d'encyclopédie imagier très compliqué. Ouais. Je sais pas. Et si je fais encore un imagier, peut-être j'aimerais quand même essayer de faire un truc plus simple. Mais sauras-tu le faire? Oui. Je trouve que ici j'avais des bonnes intentions, mais quand même ça s'est déraillé de nouveau à plusieurs pages. Pour moi, il y a une logique dedans, il y a une certaine structure dedans, mais je peux imaginer que pour quelqu'un qui le voit pour
pour la première fois, c'est quand même assez... Que ce soit cohérent pour toi, c'est déjà l'essentiel. Déjà ça. Bah ouais, Déjà ça. c'est déjà ça. Ah, je les avais vus, ceux-là, là, les Red Devils. Oui. T'avais posté sur Instagram. Ah oui, pendant que j'étais en train de créer ça, c'était pendant la Coupe du Monde où, et toutes ces équipes sont passées, les Brésiliens, les Argentins, ils sont tous passés de revue. Donc au final, j'ai l'impression que ce soit du travail d'édition, du travail de commande, de pub, l'essentiel c'est que tu t'amuses et que... Ouais. Et j'ai aussi l'impression que d'apprendre. Le genre de travail commercial que je suis en train de faire, comparé avec le travail commercial que je faisais, je dirais, dans le siècle passé, là, c'était quand même, à cette époque-là, c'était très limité dans le sens que tu recevais un croquis d'un directeur artistique et bon, toute la composition, toute l'idée était déjà là. Ah oui. Et maintenant, je reçois beaucoup plus de commandes du genre un client qui a vu tes dessins et qui dit on aime bien ta façon de raconter, on aime bien le fait qu'il y a beaucoup à voir, qu'il y a une richesse dedans, et veux-tu le faire pour nous aussi avec des limitations mais quand même tu sens que je peux raconter mon histoire dans le cadre d'un truc commercial. Ouais. C'est quand même un autre angle dans ce monde commercial, je dirais. Et j'ai jamais fait la distinction de principe. Il y a certainement des créatives ou des gens artistiques qui disent « Ah non, je bloque complètement quand je dois travailler avec des directeurs artistiques qui m'imposent tel ou tel... Ouais. Oui, enfin des briefs précis. Des briefs précis. Moi, j'ai l'expérience maintenant que je dis, oui, même s'il y a un brief précis, je vais quand même... tu fais ce que tu veux, au final. Je vais pas faire ce que je veux. Mais... Ça, je vais pas donner cette impression parce que c'est pas vrai. Non. Par exemple, j'ai eu déjà des stagiaires qui étaient ici, qui m'ont accompagné à un brief et qui disaient après, mais finalement, tu dois vraiment écouter. Hein. Ouais, bien sûr. Oui, tu dois vraiment écouter. Mais ça, c'est surtout au début, c'est très important d'écouter. Ouais. Il faut d'abord écouter et puis c'est un peu à nous de dire oui, j'étais bien entendu, j'ai bien écouté ce que tu as dit, mais finalement, une fois que tu essayes quelque chose sur papier, the proof is always in the eating. C'est toujours un jeu de essai, trial and error, de essai et essayer, se tromper, recommencer. Et se tromper et recommencer, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est souvent un truc que ce directeur artistique, ils font beaucoup moins. Eux, ils sont toujours à la recherche de cette idée parfaite. Ouais. Et nous, du côté de la création réelle en peinture ou sur ordinateur, parce que moi, je fais pas tellement une distinction entre la créativité digitale et c'est juste pour moi que ça marche en peinture parce que je suis trop vieux à changer. Et comme tu dis, j'ai aussi senti, je suis sur Instagram depuis 3 ans, je dirais, où qu'il y a quand même une tendance de beaucoup de jeunes qui disent maintenant aussi que on aime beaucoup la création sur papier, sur carton, sur toile. C'est parce que nos cerveaux humains s'y prêtent bien, je pense. Et qu'il y a des aspects que j'aime bien sur l'ordinateur, notamment ce que je racontais, que tu peux jeter quelque chose et le remplacer tout de suite par autre chose. Ouais. Ça me semble vraiment du progrès. Ouais. Si tu t'imagines comme Savignac devait... ça c'est un génie, mais il y avait tellement d'autres contemporains de Savignac qui n'étaient pas géniaux comme lui et qui devaient
se débrouiller une fois qu'il constatait que l'idée ne marchait pas si bien. Ouais. Comment maintenant, on a ce luxe de pouvoir dire « Ah non, le bleu ne marche pas, on va le remplacer par un fond rouge. » Je dis n'importe quoi. Alors, là, j'ai perdu. Non, on parlait d'écouter le client et quelque part, il te donne un cadre. Oui. Et dans ce cadre, après, tu prépares le repas et tu vois si ça fonctionne. Oui. Donc, non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu écoutes, mais au final, tu es le cuisinier, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, oui, si on essaye de faire la métaphore Culinaire, je dirais, c'est pas moi qui fais le menu, c'est ça. c'est eux qui viennent au restaurant avec Je veux un manger menu. ça. Ouais. Moi, je vais manger ça. Et moi, je dis, ah non, malheureusement, je ne sais vraiment pas faire ça. Ouais. Et je garde la raison pour moi. Soit c'est parce que j'ai pas le temps, soit c'est parce que j'ai pas envie, soit c'est parce que je sais que je n'ai pas le talent, ou que je sais que je ne sais pas faire ça. Mais si j'accepte, je le fais pour lui. Ouais. Et j'ai d'abord lui en tête quand je suis en train de... Allez, quand même, c'est le lecteur principal. Oui. Le client. C'est le client. Ouais. Et il faut d'abord passer par lui, et puis après... Ça aussi, c'est intéressant, comment ça évolue, j'ai l'impression, parce qu'avec ces réseaux sociaux, tu sens que c'est la première fois dans l'histoire que les créatifs, aussi des très jeunes, savent s'adresser à leur public en direct. Ouais. Et parfois, c'est un peu bizarre, parce qu'il y a des jeunes stars sur Instagram, qui ont peut-être pas des clients énormes ou des clients avec des budgets énormes, mais ils ont déjà des milliers de followers, de followers. Suiveurs. Non, on dit followers en français. Comment Jésus appelait ses disciples. Ils ont déjà des 20 000 disciples. 20 000 disciples, 100 000 disciples. Et c'est plus que Jésus. Mais ça change aussi l'équilibre et le pouvoir même. Ouais. Tu sens que ces jeunes créateurs, ils ont un certain pouvoir. Ouais. Ça, c'est quand même génial que ça existe maintenant, que quelqu'un a son propre réseau afin de communiquer en direct avec des gens. Ça ouvre encore des horizons. Allez, on n'a pas encore vu l'horizon. Non, on est en plein dedans. Oui. Et quel est ton regard là-dessus tu es quelqu'un ça fait 30 ans que tu travailles là-dessus. Je trouve que c'est mieux maintenant qu'avant. Ouais. Parce qu'avant, il y avait souvent ce côté monastique de travailler ici, et j'allais à Bruxelles Centre donner mon dessin soit à la rédaction du mot, ou parfois j'avais mon agent Michel qui attendait de l'autre côté de la quai au Gare du Nord à Paris, et moi je donnais mon dessin à quelqu'un qui montait au Thalys, et on espérait que le paquet allait arriver, parce que j'étais en retard avec... Pour encore utiliser un DHL, c'était souvent comme ça avec moi. C'était vraiment bordel. J'étais très... J'ai trouvé ça très, très dur à l'époque de respecter les délais et tout ça. Ouais. Et maintenant, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Je peux travailler vraiment jusqu'au dernier moment. Au dernier moment, je dis « Ok, stop ». Je supprime toutes les couches ou les calques dans mon fichier Photoshop, je l'envoie par WeTransfer, et ça va au Japon ou à la France, et c'est là en 5 minutes. Et question de communication aussi, c'est beaucoup mieux maintenant. À l'époque, avec un fax ou avec des lettres, c'était très très facile de se cacher à ce moment-là. Ouais. Et j'étais très très fort à me cacher. Et maintenant, c'est beaucoup plus direct, je dirais, et tu peux te cacher un peu moins. Ouais. Mais c'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Pourquoi c'est bien pour toi ? Parce qu'il y a beaucoup plus cet aspect que tu dis,
Maintenant, je coupe ce projet en plusieurs étapes et ce soir, je t'envoie déjà cette étape-là. Ouais. Et demain, on continue et à la fin de la journée, je parle de mon client, hein, je t'envoie déjà la prochaine étape et je suis beaucoup plus discipliné de cette façon-ci que je l'étais avant. Et du côté de communication à tout le monde, je dirais. Quand moi je partage, je suis plus sur Facebook parce que je trouvais que les gens étaient toujours en train de se complaindre sur le sujet et ça m'intéressait pas. Ça me donnait pas une bonne énergie, disons ça. Et je n'avais pas toujours une opinion spécifique sur chaque sujet. Mais oui. Alors je trouve que Instagram s'y prête mieux, ou ça se prête mieux à partager des dessins ou des images. Bien sûr. Et là aussi, le soir, souvent, vers 5 heures, je dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais partager de ce que j'ai fait aujourd'hui et je choisis quelques cases carrées je fais quelques focus sur des détails des dessins que je suis en train de faire et je partage ça. Donc tu es enthousiasmé par ce qui se passe aujourd'hui? Je dirais oui. Bon, je suis pas un grand naïf dans ce sens que probablement ça va mener aussi vers des excès dans un sens ou un autre, sûrement. Mais pour moi, ça marche. Je trouve que oui, je trouve ça agréable, cet équilibre de pouvoir communiquer avec mes clients tous les jours, de pouvoir communiquer avec un public un peu, mais c'est déjà un peu moins abstrait qu'avant. Ouais. Avant, le truc était publié dans le meilleur cas sur la une d'une magazine. Ouais. Un magazine. Un magazine, ouais. Un magazine. Et mais c'était rare que les gens réagissaient, sauf peut-être un copain qui disait j'ai vu ta couverture pour tel ou tel magazine, mais il y avait très peu de communication. Et à un certain moment, ça me gênait quand même que j'étais dans une profession de communication. Et finalement, je ne communiquais pas du tout, pas en direct. Ouais. Et les livres, les réseaux sociaux, tout ça, pour moi, c'est déjà beaucoup plus de communication dans les deux sens. Ouais. Les gens vont plus facilement réagir et dire j'ai lu ce livre avec mon gosse et on a remarqué ça. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec ça c'est quand même... Ouais, c'est super. C'est super. Ouais, et c'est toujours dans un contexte pas polarisé, toujours dans un contexte de... un dessin, ça va pas sauver la vie de quelqu'un ou ça va pas changer vraiment la vie de quelqu'un, mais quand même, ça peut ajouter une certaine valeur. Peut-être ça peut ajouter un peu de beauté au monde. Ou, c'est déjà ça. Ouais, carrément. Totalement. Bah, super, écoute. Je suis ravi de cette conversation. Tu coupes toutes les fautes contre la langue de Molière et tu restes, tu laisses les fautes charmantes. Ouais, que des belles fautes. Okay. Merci beaucoup, Tom. Mon plaisir. Pour cette discussion et au plaisir. C'était ma discussion avec Tom Schrampp. Merci à lui pour son temps. Je garde un super souvenir de ce petit moment passé à discuter ensemble. Amoureux des belles images, si vous avez été interpellé par ce que vous avez entendu, je vous invite à plonger dans l'univers riche et foisonnant de Tom Schrampp en le suivant sur les réseaux sociaux, en visitant son site internet, en achetant l'un de ses nombreux livres ou en regardant le fameux documentaire dont je faisais mention au début. Je précise que c'est en flamand, mais c'est super beau. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager, à me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos applications de podcast. Et si ça vous botte, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Bref, abonnez-vous. Salut! Je m'appelle Victoria Ducruet et je suis illustratrice indépendante. Waouh, je suis super contente de parler ici. J'ai découvert Jérémy il y a un bon bout de temps maintenant. À la base, j'aimais l'idée, le sujet et la voix. En m'intéressant à sa démarche, j'ai compris que je pouvais participer au projet en le soutenant financièrement sur Patreon. Patreon quoi ?
Patreon. Peut-être que comme moi, t'es une mémé de 30 ans et que t'es plus proche de ta tisane, tes crayons et tes téléfilms sur M6 que des stratosphères de l'internet. Panique pas. Patreon, c'est tout simple, tu t'inscris et hop, tu soutiens Sens Créatif. Tu participes à hauteur de ce que tu veux, mais ça commence à 2 € par épisode. En gros, c'est le prix du mauvais café que tu ne partageras pas avec tes collègues relous, parce que t'es indépendant et parce que tu bosses dans ton appart. Donc donne-les à Jérémy et rentre dans le game. Sans mentir, moi qui suis pas sur Paris, qui suis la seule autour de moi à m'être lancée dans la créa, devenir Patreon, ça a été l'occasion d'ouvrir la petite porte spatio-temporelle que j'ai eu tant de mal à trouver. Bah ouais, parce que derrière l'excellent podcast, il y a aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et qui échangent les uns avec les autres sur la plateforme Discord. Il y a toujours quelqu'un avec qui converser. Et à mesure que les mois passent, tous les petits punks bisounours du forum deviennent des copains. On s'aide, on s'écoute, on se réconforte parfois et on se fait même des petites bouffes de temps en temps. Du coup, pour résumer, pour rejoindre Patreon, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Et pour te faire saliver un peu, écoute, le Discord est ouvert à tous, alors viens nous voir et tu verras. Ciao ciao! Alors si ça ne vous donne pas envie de devenir Patreon, eh bien, je ne sais pas ce qui le fera. Allez, je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez tous jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao. Welkom iedereen op... wacht even, ik ga nog eens even herbeginnen. Hallo iedereen, welkom op Sens Créatif, de enige echte podcast en français au sujet des créatifs. Absoluut. Bedankt. Bedankt.